Parachute, hélicoptère, planeur ou vélo. Ces moyens de transport ont tous un homme en commun, Léonard de Vinci. C'est l'ingénieur le plus important de tous les temps. Il était unique en son temps et il reste unique encore aujourd'hui. Peintre d'exception, le génie italien a également conçu ou amélioré il y a 5 siècles des inventions encore utilisées aujourd'hui. Il consacrait 90% de son temps à la recherche scientifique. Il invente tout. Quand il a besoin d'un objet, il le fabrique, il le crée. Il a travaillé très dur. Il n'a jamais arrêté de travailler. 300 machines répertoriées, 6000 manuscrits. Nous allons rouvrir les fameux codex, les carnets dans lesquels Léonard de Vinci dessinait ses prototypes futuristes. Comment l'inventeur a-t-il bouleversé les transports? Finalement, cette petite invention a été une révolution pour beaucoup. D'où Léonard de Vinci tirait-il son inspiration? Il veut créer des bateaux rapides pour attaquer les navires ennemis. Jamais on s'est approché aussi près, au XVIe siècle, du rêve du vol humain. Quelle technologie Léonard de Vinci a-t-il conçue avant tout le monde? Il a posé les bases de l'hélicoptère moderne à son époque. Grâce aux témoignages des plus grands spécialistes, nous percerons le secret des inventions de Léonard de Vinci. Il fallait être audacieux et courageux pour vouloir imaginer quelque chose comme cela. Voici les secrets des inventions de Léonard de Vinci. Avoir imaginé autant de choses dans l'espace d'une seule vie, c'est vraiment incroyable. Léonard est connu comme le plus grand génie de tous les temps. L'homme qui concevait l'impossible. Depuis l'Antiquité, tous les scientifiques ont le même rêve de grandeur, faire voler l'homme. Léonard de Vinci ne déroge pas à cette règle. Pour lui, le défi du vol humain est une obsession. C'est l'une des choses les plus fascinantes dont tout le monde rêvait à l'époque parce que personne ne pouvait voler. L'air était un incroyable challenge. Léonard dit lui-même dans ses carnets que la passion du vol lui est venue très très tôt. Il raconte un soi-disant rêve d'enfance où un Milan, c'est-à-dire un rapace, serait venu sur son berceau. Défier les airs est aussi l'occasion pour Léonard de Vinci de devenir le plus grand peintre de tous les temps. Dans l'idée de Léonard, une des ambitions de voler soi-même, c'est de voir ce qu'il ne peut pas voir, sinon en gravissant des montagnes, des paysages à vol d'oiseau. Pour le maître italien, le défi est de taille. Comment concevoir une machine capable de faire voler l'homme? Nous sommes à la fin des années 1480, à Milan. À cette époque, Léonard de Vinci est ingénieur militaire au service du duc de Milan, Ludovic Sforza. Il sait que le duc cherche un ingénieur, donc il lui fait croire qu'il peut créer des machines de guerre secrètes. Parmi toutes les machines qu'il souhaite proposer au duc de Milan, l'une d'entre elles pourrait révolutionner les combats. Un engin volant. Il savait qu'il s'agirait de l'arme la plus importante de son époque. Les machines volantes pouvaient être une excellente machine de guerre, non pas pour attaquer l'ennemi avec des bombes, mais le survoler. S'il offre cette machine volante au duc de Milan, celui-ci gagne la guerre. La conception d'une telle machine est complexe, mais le génie italien est persévérant. Le rêve de voler de Léonard est si fort qu'il veut le faire. Il le fait, il travaille, il fait travailler des gens dessus. Ce rêve de voler va pousser le maître italien à dépasser tous les savoirs de son époque. Il va alors dessiner une machine audacieuse et inédite. Une vis aérienne. Le prédécesseur de l'hélicoptère.
Mais pour l'heure, pour conceptualiser la machine volante de guerre qu'il imagine, Léonard de Vinci va s'inspirer d'un objet étonnant, un jouet pour enfants. Il observe un jouet d'enfant du XVe siècle qui avait la forme d'un hélicoptère de papier. Il essaie de comprendre comment une vis, si on la fait tourner rapidement, s'élève dans les airs. Il se demande pourquoi cela monte au lieu de descendre. Pour Léonard de Vinci, ce jouet répond au même principe que la vis d'Archimède. Et que donc, une vis d'Archimède peut s'employer dans la masse de l'air. Et ça, c'est relativement nouveau et intéressant. Dans le Codex, le génie italien dessine alors un objet totalement révolutionnaire, une vis aérienne. Le très célèbre dessin de l'hélicoptère de Léonard représente une grande vis qui se visse dans l'air. Le principe est de visser l'aéronef dans l'air pour le faire monter. Avec un diamètre de 10 mètres de long, la vis aérienne aurait des dimensions démesurées. Si l'on regarde le dessin de Léonard de Vinci, on se rend compte que ça devait être dans sa fantaisie, un engin imposant. Idéalement, un engin volant capable de porter des hommes. Mais alors, de quelle manière est structuré cet aéronef à hélice verticale? Il est très simple, en 3 parties, il y a un socle qui est posé au sol et qui est porté d'un puissant ressort. Ce ressort est relié à une vis qui s'élève jusqu'à une hélice située au sommet de la machine. On lâche le ressort, énorme ressort qui fait tourner la vis à une allure folle, laquelle déclenche le mouvement de l'hélice et tue l'appareillage est censé s'envoler vers le ciel. Tout est étudié par le génie italien. Sur son dessin, il va même jusqu'à souligner chaque élément physique. Il est intéressant de regarder sur le dessin les hachures. Léonard représente par convention la résistance de l'air par des hachures. Et là, on le voit très très bien dans le dessin. Mais pour Léonard de Vinci, l'enjeu est ailleurs. Il sait que sa vis aérienne doit répondre à un critère crucial spécifique au vol. Pour une machine volante qui pourrait être exposée à la pluie, il est important de faire glisser l'eau. Il faut éviter que la toile soit trempée, sinon elle s'alourdirait et la machine se casserait. La toile doit également être assez étanche pour ne pas être percée par l'air. Alors comment l'imperméabiliser suffisamment? Il utilise de la toile de lin, effectivement, elle est amidonnée pour assurer son étanchéité. En amidonnant sa toile de lin, Léonard de Vinci la rend à la fois plus rigide, mais aussi imperméable à l'air. C'est exactement comme les oiseaux. En observant leurs plumes cirées, Léonard avait compris qu'il avait besoin de cette cire pour empêcher le passage de l'air à travers les petits trous. Là encore, il a conscience que, sans pouvoir le démontrer, que plus une toile est hermétique, plus elle ralentira la chute. Seulement, il manque encore un élément essentiel pour que cet aéronef puisse se propulser dans le ciel. Le problème est comment faire fonctionner ces machines sans un moteur puissant. En guise de moteur, Léonard de Vinci va donc utiliser une force qu'il considère comme infinie, celle de l'homme. Au XVe siècle, c'était le seul moyen de produire ou d'accumuler de l'énergie, car il faut beaucoup d'énergie pour lancer une vis dans les airs. Pour avoir une force de propulsion suffisante, Léonard de Vinci préconise la présence de 4 hommes. L'objectif, leur faire tourner la vis aérienne suffisamment vite pour la faire décoller. Mais en fait, cette force motrice était largement insuffisante. Considérer la force de l'homme comme infinie est à la fois sa plus étonnante intuition et sa plus grande erreur. Et la vis aérienne comporte d'autres défauts qui rendent le vol compliqué, voire impossible. Comme par exemple sa structure. Le socle sur lequel repose cette force motrice est directement relié à l'hélice. La vis de Léonard, si jamais elle avait pu voir le jour, serait un appareil qui tournerait sur lui-même en s'élevant, ce qui donnerait un fort mal de tête aux gens qui seraient dessus. Au XVe siècle, la machine de Léonard de Vinci n'aurait donc pas été capable de voler, faute d'un moteur suffisamment puissant. 500 ans plus tard, les technologies actuelles rendent ce rêve réalisable. Comment est-il alors aujourd'hui possible de propulser une machine aussi colossale
que la vis aérienne. Aix-en-Provence. Nous sommes au siège du leader mondial de l'hélicoptère biplace. C'est ici qu'est conçu un hélicoptère ultra léger. C'est un hélicoptère qui a la taille d'une micro-voiture, qui a la puissance d'une grosse voiture de sport et qui fait le poids d'une moto. Bruno Guimbal est le constructeur de cet hélicoptère dernière génération. Pour le concevoir, il a fait appel à toutes les dernières technologies. Aujourd'hui, cet ingénieur mesure le chemin parcouru par l'industrie aéronautique depuis la vis aérienne de Léonard de Vinci. La première chose qui me frappe quand je regarde la vie de Vinci, c'est qu'ils ne sont pas prêts de voler avec le niveau de puissance qui existait à l'époque. Pour lui, toutes les forces disponibles à l'époque de Léonard de Vinci n'auraient jamais suffi à faire décoller une machine aussi colossale que la vis aérienne. À l'époque de Vinci, la plus grosse puissance disponible, c'était un cheval de trait. Et ça faisait un cheval dans 800 kg. Et là, on a 160 chevaux dans 120 kg. Léonard de Vinci n'avait donc pas les moyens techniques de faire voler sa vis aérienne. Seules des technologies contemporaines permettent cet exploit. La deuxième chose, c'est l'instabilité. À l'évidence, si on mettait un moteur assez puissant sur la vis de Léonard de Vinci, il n'y a aucun moyen de contrôle. Donc elle décollerait et elle se retournerait instantanément. Bien qu'elle ne soit ni assez puissante ni directionnelle, la vis aérienne laisse l'ingénieur abasourdi. Léonard de Vinci, pour moi, très humblement, je dirais, c'est un prophète, c'est un génie, un visionnaire. Et c'est plus qu'un ingénieur, mais c'est un ingénieur dans le sens où il a mis un premier dessin, il a rendu un peu concret quelque chose que beaucoup de gens avaient avant lui, c'est l'idée de voler. 5 siècles plus tard, l'hélicoptère est partout. Un engin volant capable de défier les terrains les plus dangereux du monde, notamment sur des zones de combat, lors d'incendies, de sauvetage en mer ou encore en haute montagne. Nous sommes en Suisse, sur la base aérienne de Sion, à une 50aine de kilomètres de Genève, avec les sauveteurs de la compagnie Air Glacier. Leur principal outil de travail, un hélicoptère dernière génération hérité de la vis aérienne de Léonard de Vinci. Sans hélico, cette équipe d'urgence ne pourrait pas se poser en pleine montagne. T'as vu Pierre à droite là? Ouais. Belle coulée là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Si l'hélicoptère est capable de se poser sur n'importe quelle surface avec une grande précision, c'est grâce notamment à son hélice verticale. N'importe quel terrain, même si c'est pas complètement plat, on peut poser juste un patin en stationnaire, décharger l'équipage, repartir plus loin. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de pistes, on peut vraiment aller partout avec cette machine, ouais. Grâce à sa capacité à rester en vol stationnaire, l'hélicoptère a révolutionné le sauvetage en haute montagne. Pour les cas de blessures en montagne, l'hélicoptère a complètement changé le pronostic des blessures parce que les gens qui pouvaient mourir de complications rapidement sont amenés à l'hôpital très rapidement. Quelle que soit la météo, quel que soit l'endroit, aucun endroit est inatteignable pour l'hélicoptère. 5 siècles plus tard, tous les experts sont unanimes. Avec ses recherches aéronautiques, Léonard de Vinci était un visionnaire. Jamais on s'est approché aussi près, au XVIe siècle, du rêve du vol humain. Ce qui est certain, c'est qu'il a posé les bases de l'hélicoptère moderne à son époque. Il peut être considéré comme le premier ingénieur aéronautique de l'histoire. Léonard de Vinci n'a pas dit son dernier mot. Et dans les années qui viennent, il concevra de nombreux autres objets volants. Mais pour l'heure, c'est sur l'eau qu'il souhaite relever un nouveau défi. Aujourd'hui en Europe, des bateaux colossaux parviennent à naviguer sur des eaux très peu profondes. Un exploit réalisable grâce à Léonard de Vinci, qui avait imaginé un système révolutionnaire il y a plus de 500 ans.
Tout commence à Milan, en 1487. Léonard de Vinci est alors au service du duc, Ludovic Sforza. Léonard de Vinci proposait ses projets au duc de Milan car il était puissant et riche. Outre la peinture, Léonard gagnait beaucoup d'argent en proposant des machines de guerre et des systèmes d'ingénierie complexes. Presque toutes les inventions de Vinci ont un rapport avec la guerre. Et pour lui, c'était aussi une question de survie, car pour se faire accepter dans les cours, il lui fallait bien proposer ses services. Et c'est presque toujours en tant qu'ingénieur qu'il se présente et non pas en tant qu'artiste. Dans son atelier milanais, il travaille à la fabrication d'appareils visionnaires et imagine notamment des dizaines de machines hydrauliques. Il faut vraiment se référer au contexte. Le contexte est en Italie, dans l'Italie du XVIe siècle, met l'eau au premier plan de toutes les préoccupations. Léonard mise beaucoup sur l'eau. L'eau, c'est une source d'énergie. Il veut relier les villes à la mer, il veut relier les villes entre elles. Il pense que les canaux, c'est la meilleure manière de faire circuler des gens et des marchandises. D'autant plus qu'à Milan, le maître est fasciné par un élément, ces canaux artificiels qui relient la ville au lac de Côme et à la mer Adriatique. Il s'imagine donc créer des bateaux très rapides, non seulement pour attaquer les navires ennemis, mais aussi pour transporter de la marchandise sur les canaux artificiels. Mais ces canaux posent un problème. Ils sont peu profonds, avec un faible tirant d'eau. Contrairement à la mer, ils ne peuvent donc pas accueillir le même type de navire. Et ce n'est pas la seule difficulté. Un bateau sur un canal, c'est une chose compliquée, parce qu'il n'y a pas le même vent qu'en mer, on ne peut pas tirer des bords de la même façon. Pour Léonard de Vinci, l'enjeu est donc de concevoir un bateau qui pourra aussi bien transporter des marchandises que des hommes. Mais surtout, ce bateau devra avoir une force de propulsion suffisamment importante pour naviguer sans vent marin et sur un faible tirant d'eau. Pour cela, le peintre s'inspire de travaux réalisés par de précédents ingénieurs, notamment Filippo Brunelleschi. Léonard de Vinci se passionne pour une sorte de secret entretenu par l'ingénieur qui a construit le dôme de Florence. Cet ingénieur avait inventé une machine extraordinaire, amphibie, qu'on appelait le badalone. Pour construire le dôme de Florence, Brunelleschi a besoin de ramener 100 tonnes de marbre provenant de Pise. Il doit donc acheminer les marchandises par l'Arno, un fleuve à faible tirant d'eau. Pour effectuer un tel trajet avec cette masse de marchandises, Brunelleschi invente un bateau d'un nouveau genre, le badalone, sur lequel il place des roues et non des rames. Plutôt que des rameurs, Brunelleschi, semble-t-il, avait utilisé un principe ancien qu'on connaissait déjà dans l'Antiquité romaine, le principe de roue à aubes comme propulseur. Pour Léonard de Vinci, si le bateau de Filippo Brunelleschi est parvenu à amener ses marchandises sur un fleuve à faible tirant d'eau, les roues sont probablement une solution. Il comprend que la machine est fascinante. Il essaie donc d'améliorer ce système. Seulement, il y a un problème. Au XVe siècle, les bateaux utilisent généralement la force des bras pour ramer. Mais c'est impossible sur le type de bateau à roues colossales qu'imagine Léonard de Vinci. Il fallait avoir des bras terriblement puissants pour faire tourner des roues si grandes. En cherchant à perfectionner le navire de Brunelleschi, Léonard de Vinci conceptualise un bateau à fond plat. Il ressemble à un canoë, avec un mécanisme et des roues qui peuvent tourner dans l'eau et le propulser. Sur son bateau, Léonard parvient à trouver une nouvelle force de propulsion. Plutôt que d'utiliser les bras de l'homme, il va solliciter les jambes. Ce système était beaucoup plus performant, car les jambes de l'homme sont plus fortes que ses bras. S'il améliore considérablement la puissance de son moteur, ce n'est pas encore suffisant pour faire naviguer un bateau colossal. Tout en reprenant l'idée des roues à aubes de Brunelleschi, Léonard de Vinci va optimiser ce système. Dans un souci de puissance, il multiplie les roues.
La roue permet de démultiplier l'énergie. Les roues ont cet avantage, c'est que non seulement elles démultiplient l'énergie, mais que plusieurs roues peuvent démultiplier cette démultiplication. La manière dont les roues s'enclenchent permet, avec une force relativement modeste, de soulever des poids assez forts. Devant son pédalier, Léonard de Vinci place donc une série de roues. Une solution audacieuse. Mais une question se pose. Comment va-t-il relier la force des jambes aux roues du bateau? Dans le Codex, Léonard de Vinci dessine un mécanisme très détaillé. Un mécanisme capable de révolutionner l'ingénierie navale. C'est un processus mécanique en alternance. Il y a une transmission donc de ce pédalage par des courroies, ce qui provoque le mouvement rotatif des roues sur les côtés. Et pour gagner toujours plus de puissance, le maître italien va utiliser différents genres de bois. En fonction de l'emploi, il utilise du bois très dur pour les mécanismes et les engrenages, et du bois très tendre, quand l'objet doit être plié et qu'il doit flotter. Et pour une fois, Léonard de Vinci va utiliser des bois massifs, très lourds, notamment sur les roues du bateau. Car une fois la roue entraînée dans l'eau, son poids deviendra une force de propulsion supplémentaire. Plus elle sera lourde, plus la force engendrée sera importante. Au début, c'est difficile, mais la roue va prendre le relais. Une grosse roue, mais en bois massif. Et après quelques tours, le mouvement est lancé, ça devient plus facile aux rameurs, en tout cas à ceux qui actionnent les manivelles, de faire avancer l'embarcation. Le bateau à aubes de Léonard de Vinci est révolutionnaire. Tellement révolutionnaire qu'il est encore omniprésent sur toutes les eaux peu profondes, partout dans le monde, aujourd'hui encore. Nous sommes entre Nantes et Angers, sur la Loire. La Loire est un fleuve tellement peu profond qu'il rend impossible la navigation pour tous les grands bateaux. Sauf pour un, le Loire Princesse, un bateau dernier cri composé d'acier et d'aluminium. Un bateau qui rassemble toutes les caractéristiques techniques de celui de Léonard de Vinci. Car ce navire est équipé de roues à aubes, exactement comme celui du maître italien. Grâce à sa coque à fond plat et surtout à ses deux roues latérales, il est le seul navire de cette envergure à pouvoir naviguer sur 80 cm d'eau. Elles seules lui permettent donc de défier les eaux peu profondes comme la Loire. Contrairement au bateau de Léonard de Vinci, le Loire Princesse est équipé d'un moteur puissant permettant de déplacer ce colosse de 15 mètres de large et de 80 mètres de long. Pour Benoît Hamon, responsable de la navigation, ce type de roue est toujours l'unique solution pour naviguer sur la Loire, 5 siècles après le dessin de Léonard de Vinci. C'est un bateau adapté pour ce fleuve. Les roues à aubes, ils nous propulsent toujours, même si on n'a que 10 cm d'eau sous le fond. Une hélice traditionnelle va toucher le chenal, le fond du fleuve. Et ça, on ne voulait vraiment pas toucher au nid du fleuve. On voulait vraiment éviter le moindre nuisance pour la faune et la flore. 500 ans plus tard, la technologie imaginée par le maître italien reste toujours aussi efficace pour permettre aux bateaux de naviguer sur de faibles tirants d'eau. Il y a juste un obstacle. Les bateaux affichent désormais des dimensions considérables. C'est le cas du Loire Princesse, dont les roues à aubes mesurent plus de 2 mètres de largeur. L'équipage parvient pourtant à faire passer ce bateau unique sous des constructions particulièrement étroites. Le risque pour passer cet ouvrage, c'est de perdre une roue. C'est une manœuvre difficile. Le capitaine du bateau n'a pas droit à l'erreur. L'embarcation n'a qu'un peu plus d'1 mètre de chaque côté pour franchir le pont. Et ça passe. Le bateau de Vinci m'inspire la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire on se retrouve aujourd'hui sur le Loire Princesse et c'est configuré de la même façon. C'est-à-dire qu'on a mis un moteur diesel avec un gros accouplement. 5 siècles après, c'est juste un peu plus confortable. On est à l'intérieur, il fait chaud et on manipule juste une petite manette. Les connaissances de Léonard de Vinci en ingénierie mécanique dépassent tous les savoirs de son époque. À tel point que 500 ans plus tard, son influence sur de nombreuses machines contemporaines
est aujourd'hui encore considérable. Plus de 5 siècles après le décès de Léonard de Vinci, les carnets du maître italien dévoilent encore de nombreux secrets. À sa mort, ses codex ont été dispersés dans le monde entier. Tous n'ont pas encore été retrouvés. Le problème, c'est que les carnets de Léonard ont été coupés, découpés par des collectionneurs indélicats, disons, ou des marchands, et qu'un tiers environ a disparu. Néanmoins, des écrits de Léonard de Vinci réapparaissent encore, comme dans les années 1960 à Madrid, où des carnets du génie ont refait surface. Des pages entières consacrées à toutes sortes de machines, dont une en particulier a beaucoup fait parler. Il y a une étrange histoire à propos de Léonard qui aurait inventé la bicyclette. Ça vient des années 1960 quand un codex, et des pages particulières notamment, ont été restaurées. Entre deux feuillets, je crois que c'est le 132 et 133, on découvre un dessin collé entre les dessins. On l'exhume, on le sort, on l'étudie, et là, stupeur, on voit une bicyclette. Au XVe siècle, la bicyclette n'existe pas. Le premier vélo n'est apparu que 4 siècles plus tard avec la première draisienne. Alors est-il possible que Léonard de Vinci ait été une nouvelle fois précurseur en inventant ce véhicule à 2 roues utilisé aujourd'hui partout dans le monde? L'intérêt de la bicyclette de Léonard, c'est qu'elle semble très très proche des nôtres. Mais il y a un problème. Ce vélo n'a pas de guidon tournant. Un vélo dont le guidon ne tourne pas ne peut pas tenir droit. Donc en fait, ça ne fonctionnerait pas. Il lui manque le tiers du cadre. Sur la bicyclette de Vinci, vous êtes assuré d'un gag à la Bourville, quoi. Si cette machine n'est pas accomplie, elle n'en reste pas moins énigmatique. Plus de 50 ans après cette découverte, les experts estiment désormais qu'il ne s'agit pas d'un croquis du génie italien. La célèbre bicyclette de Léonard, ce n'est pas de lui, c'est un faux. Ce n'est ni son style, ni sa couleur. Alors qui a pu dessiner ce vélo sur l'un des feuillets de Léonard de Vinci? Dans les manuscrits de Léonard, nous trouvons beaucoup de dessins qui ne sont pas les siens. Au cours des 500 ans qui nous séparent de lui, ces manuscrits ont été pris, déchirés. Quelqu'un aurait donc pu dessiner dessus. Il aurait pu être le fait d'un de ses disciples. Là aussi, l'hypothèse en est écartée. Alors, l'hypothèse la plus optimiste reste que c'était la copie d'un dessin de Vinci. L'auteur de cette bicyclette retrouvée dans le Codex de Madrid restera sans doute une énigme. Mais une chose est sûre, Léonard de Vinci n'en est pas l'auteur. Pourtant, le maître italien est intimement lié à l'origine du vélo. Plusieurs dessins de Léonard, notamment dans le Codex Atlanticus, peuvent faire penser, à nos yeux contemporains, à une chaîne à vélo. Or, la chaîne a été une des inventions tout à fait capitales avec la pédale et avec le guidon dans l'histoire de la bicyclette. Voici des chaînes dessinées par Léonard de Vinci dans ses carnets. Elles peuvent paraître insignifiantes, mais elles ont pourtant transformé le vélo au fil des années. Depuis sa création, au XIXe siècle, la bicyclette a subi de nombreuses transformations. Au centre de ce mécanisme, la chaîne reste essentielle. Elle est omniprésente sur tous les vélos, même les plus high-tech. La preuve, avec ces vélos de course de compétition équipés des dernières technologies. Pour ces cyclistes qui veulent toujours être plus performants, la chaîne reste un élément crucial sur le vélo, comme en témoigne ce passionné. Si la chaîne est trop souple, je risque de dérailler. Alors si elle est trop dure, eh bien, je suis obligé de fournir plus de force pour retourner les jambes. Alors, comment fonctionne une chaîne à vélo? Et surtout, comment Léonard de Vinci a-t-il pu dessiner ce mécanisme au XVe siècle, alors même que le vélo n'existait pas? Il existe de nombreux feuillets concernant des mécanismes de chaîne dessinés par Léonard de Vinci. Les chaînes qu'il dessine sont similaires à des chaînes de vélo. Ce sont des chaînes complexes, ce n'est pas juste un élément, ce sont des maillons reliés.
Ces dessins du peintre italien sont d'une précision absolument unique. Ces dessins sont d'abord beaux, ils sont d'abord spectaculairement beaux. La technologie chez lui devient poétique. Mais alors, en quoi consistent les chaînes à vélo dessinées par Léonard de Vinci? Quand on dit que Léonard invente la chaîne de vélo, ce qu'on dit, c'est que Léonard a inventé des maillons plats qui permettent de transmettre un mouvement. Il s'agit de relier deux engrenages dentés, de roues dentelées. C'est ce qui existe effectivement dans nos vélos contemporains. Donc, effectivement, elle est tout à fait novatrice. Alors comment fonctionne une chaîne telle que l'a dessinée Léonard de Vinci? Une chaîne est un ensemble de maillons reliés ensemble. Elle fonctionne en circuit fermé et ovale qui relie deux engrenages. Une fois en mouvement, la chaîne produit une rotation de la roue dentée. Si Léonard de Vinci n'a pas dessiné ces chaînes dans le but de les placer sur un vélo, à quoi pouvaient-elles bien servir? Ces chaînes avaient sûrement été envisagées par Léonard pour faire fonctionner des puits ou d'autres mécanismes verticalement. C'est beaucoup plus efficace, ça donne un mouvement beaucoup plus régulier, beaucoup plus contrôlable. Elle est très prometteuse, c'est une invention prometteuse. Une invention prometteuse, mais qui, une fois encore, n'a jamais été matérialisée par Léonard de Vinci. Pour l'instant, cette invention formidable, elle reste dans les carnets, elle reste théorique. Mais alors comment est-on passé de la chaîne parfaite mais théorique du génie italien à nos chaînes contemporaines incontournables? Lille. Nous sommes chez le premier vendeur de vélos en France. Ici, ce sont 110 000 mètres carrés qui sont consacrés au vélo. L'équivalent de 17 stades de football. Des dizaines d'ingénieurs travaillent dans cet entrepôt. Un seul objectif, concevoir des vélos toujours plus performants. Arthur Withoek est ingénieur spécialisé sur la transmission. Ce matin, il travaille sur le prototype d'une nouvelle chaîne à vélo avec l'un de ses collègues, Vincent. 3 mm. 3 mm ouais. Sachant que tu as une largeur de chaîne de 8. De 8 ouais, c'est ça. Le binôme est en train de mesurer la distance entre la chaîne et le pédalier. Pour eux, chaque millimètre compte pour fabriquer la plus optimale des chaînes à vélo. La chaîne de vélo est un composant qui peut paraître simple, mais derrière tout ça, il faut le voir dans un ensemble qui est en mouvement. Sur un vélo, la chaîne sert de transmission. Le cycliste exerce une force en appuyant sur la pédale qui entraîne le mouvement de la chaîne. Cette force est alors transmise à la roue arrière. Cela assure la propulsion du vélo. Pour ces ingénieurs, la chaîne de Léonard de Vinci comporte un défaut, son composant. Car au XVe siècle, il est probable qu'il aurait utilisé du bois pour fabriquer ses engrenages. Si on l'utilise sur un vélo, on pourra faire qu'une ou deux sorties, puisque les intempéries, donc l'eau, va venir endommager le bois et créer du coup des fissures dans le bois qui vont faire qu'elle sera fragile. Et surtout, la chaîne de vélo du peintre italien ne correspond absolument pas à nos vélos. Avec les années, il y a eu pas mal de modifications qui ont été faites sur l'idée de Léonard de Vinci, puisque les maillons ont été légèrement modifiés pour accepter le changement de passage de vitesse sur le vélo. Même si la chaîne de Léonard de Vinci ne permet pas le changement de vitesse présent sur tous les vélos actuels, sa simplicité fait d'elle un élément irremplaçable. Finalement, on retrouve des chaînes partout, dans des voitures, dans des machines, même dans des appareils domestiques que tout le monde a chez soi. Donc finalement, cette petite invention a été une révolution pour beaucoup. L'héritage des techniques imaginées par Léonard de Vinci dans le monde des transports est inestimable. Et notamment en ce qui concerne une autre de ses obsessions. Léonard de Vinci n'a pas abandonné l'idée de voler. Il décide alors de chercher l'inspiration dans une source inépuisable, la nature, et chez les animaux en particulier. Il ne cherche pas comment l'homme peut voler, il cherche d'abord qui vole.
Ce sont les oiseaux. Il se met au pied du nid et il regarde comment l'oiseau part du nid. Et il voit les oiseaux ne partent pas tous pareil du nid. Il y a des oiseaux qui s'envolent comme ça, il y a des oiseaux qui se laissent tomber et qui se mettent à voler. Et ça, c'est fascinant. Parce que il faut imaginer Léonard, un carnet à la main, en train de regarder des oiseaux voler et de les dessiner et de comprendre comment ça fonctionne. Il y a chez Léonard un talent d'observation, une profondeur de l'analyse visuelle qui est tout à fait exceptionnelle. Léonard de Vinci comprend quelque chose d'essentiel, un élément révolutionnaire pour l'époque. Il a vu que les oiseaux, par exemple, n'avaient pas besoin d'être toujours en action pour se maintenir en l'air. Il a vu qu'étendant leurs ailes, ils planaient. Il en a conclu très naturellement que l'air n'était pas du vide. C'est-à-dire que la résistance de l'air peut aider le volatile, et pourquoi pas l'homme, à se sustenter dans le ciel. Il s'agit d'un concept incroyable. À l'époque, il était difficile de comprendre que nous étions entourés d'air. Aujourd'hui, nous le savons. Mais en 1500, il fallait encore le comprendre. Cette découverte est cruciale pour l'artiste italien. Dans le Codex Atlanticus, Léonard de Vinci dessine alors un dispositif jamais vu jusque-là. En haut, à droite, nous voyons un tout petit dessin, une sorte de triangle, avec un homme tout petit esquissé en dessous. Donc, le dessin ressemble à un parachute pyramidal, avec des fils et un homme qui tire ses fils. À la base de ce parachute, Léonard de Vinci place une structure en bois. L'objectif, lui permettre de rester ouvert en vol. Chaque détail est ainsi pensé par l'inventeur, comme le prouve la présence de cette étonnante baguette au centre du parachute. Ça, c'est important. Si on regarde bien le dessin de Léonard, on s'aperçoit qu'il y a une baguette qui tient le parachute ouvert dès le départ, comme un parapluie. Baguette qui était accrochée dans le dos de celui qui allait sauter avec le parachute. Et l'ingénieur italien va encore plus loin. Dans son carnet, à côté du dessin, il indique les matériaux nécessaires à la fabrication de cet objet. Sa grande inquiétude, c'était que l'appareil soit léger. Il avait vérifié que le squelette des oiseaux, nous le savons tous, est très léger, très très léger. Léonard nous explique qu'il doit être réalisé en lin, probablement en utilisant du fil de fer ou des cannes de bambou, qui sont très résistantes et légères. De plus, le lin doit être imperméabilisé avec de la cire pour empêcher le passage de l'air et la pénétration de l'eau qui l'alourdirait. Aucun doute sur le papier, le parachute de Léonard de Vinci est novateur. Pourtant, l'ingénieur ne matérialise pas son projet. C'est une machine très innovante, mais il n'essaye pas son parachute. Donc en somme, personne ne l'a jamais testé. L'immense majorité de ces inventions restaient à l'état de croquis. Il n'avait pas les moyens de réaliser les maquettes, ni les moyens financiers, ni les moyens technologiques. Faute de ressources, le maître italien ne fabriquera donc pas cette machine. Pourtant, le croquis de Léonard de Vinci est resté une véritable source d'inspiration pour de nombreux ingénieurs aéronautiques. La preuve à la fin du XVIIIe siècle, avec André-Jacques Garnerin, qui est le premier à oser s'élancer dans les airs avec un parachute. Ce Français reprend rigoureusement l'idée de Léonard de Vinci. Une seule différence, la forme de son parachute. Mais c'est surtout à partir du XXe siècle que le parachute trouve une réelle fonction en devenant une arme de guerre, comme le montrent ces images filmées pendant la guerre du Vietnam. L'héritage de Léonard de Vinci concernant le parachute est indéniable. Pour s'en rendre compte, un homme a décidé de relever un défi un peu fou. Cet homme, le voici. Il est suisse et il s'appelle Patrick Guerne. 5 siècles après, pour mieux comprendre en quoi l'invention de Léonard de Vinci était révolutionnaire, mais aussi relever d'éventuelles lacunes, il a décidé de fabriquer à l'identique le parachute du maître italien, puis d'effectuer un saut avec.
Le but, c'était nous de démontrer que Léonard de Vinci avait totalement vu juste, que ces cotes qu'il donne dans le Codex Atlanticus sont parfaitement justes. Donc on a construit ce parachute selon ces données. Pour cela, Patrick Guern a besoin de l'expertise d'un parachutiste, Olivier Vietti-Tepa. Mais les deux hommes vont rapidement se heurter à un sérieux problème. Le poids du parachute de Léonard de Vinci. En effet, le bois et le lin indiqués dans le codex sont des matériaux trop lourds. Déjà l'armature en dur qui faisait, d'après ce que j'ai entendu, plus de 80 kilos. Donc inutile de dire que sur la tête, ça réglait la question de manière définitive. Donc clairement, à l'époque, j'aurais pas sauté avec ce matériel. Ce problème, Léonard de Vinci l'aurait forcément rencontré à l'époque. De nos jours, il y a une solution. Utiliser de la toile de parachute moderne avec à sa base une moustiquaire pour remplacer le bois. Maintenant que les matériaux ont été choisis, l'équipe passe à la fabrication. Pour cela, ils reprennent les mesures exactes données par Léonard de Vinci dans le codex. Ils découvrent alors un problème dans l'invention du génie. Sur son dessin, le peintre ne laisse aucun trou d'air au sommet de son parachute. Or, ce dispositif est indispensable. Sans lui, l'air s'engouffre dans le parachute et crée une surpression qui déstabilise le dispositif. Nous avons rajouté une cheminée. Quand je dis rajouter, c'est plutôt enlever, puisque on va couper la pointe du parachute. Avec une cheminée, l'air peut s'écouler librement par-dessus la toile. Alors ces aménagements vont-ils suffire pour faire voler l'invention de Léonard de Vinci? Nous sommes le jour J. C'est aujourd'hui que Patrick Guern et Olivier Vietti-Tepa vont tester la machine de Léonard de Vinci. Avant de partir, Olivier doit préparer le parachute. Sans un pliage parfait, il pourrait ne pas se déployer correctement. Mais pour ce parachutiste aguerri, ce n'est pas le plus grand danger. Le plus grand danger avec ce genre de parachute, c'est l'endroit où on va poser avec. Vous avez un parachute qui n'est pas directionnel, donc vous naviguez au gré du vent. Contrairement au parachute moderne, celui de Léonard de Vinci est impossible à diriger. La force du vent est donc cruciale. Le danger omniprésent. D'autant plus que la vitesse du vent augmente subitement quelques minutes avant le grand saut. À 650 mètres de hauteur, la tension est palpable. Évidemment, il y a le stress. Il faut rien qu'il arrive au parachutiste, il faut rien qu'il arrive à l'hélicoptère. L'hélicoptère est en place. Tout le monde retient son souffle. Pendant 3 secondes, vous avez l'impression de tomber parce qu'il n'y a pas du tout de résistance dans l'air. Et après, le silence total, plus un bruit, plus rien. Vraiment un calme juste impressionnant. Léonard de Vinci a vu parfaitement juste. On a construit la plus vieille machine volante imaginée par l'homme. L'idée était là, et c'est ça qui est juste magnifique. D'un point de vue technique, le parachute de Léonard de Vinci fonctionne. Pour cela, il aura été indispensable de le construire avec des matériaux contemporains. Mais Léonard de Vinci va mettre la barre encore plus haut, en tentant d'imaginer cette fois une machine capable de voler, tel un oiseau. S'il n'a pas pu matérialiser son rêve de voler avec le parachute, Léonard de Vinci ne perd pas l'espoir d'accéder à ce fantasme. Il travaille sans relâche à la fabrication d'une machine volante. Dans ses carnets, il laisse des milliers de feuillets tous consacrés à cette invention. Nous trouvons dans ces carnets des centaines de milliers de notes sur le vol. C'est l'une des plus grandes passions de Léonard. L'ambition de Léonard de Vinci est extraordinaire pour son époque. Fabriquer un dispositif qui reprendrait toutes les caractéristiques d'un animal volant. Léonard cherche des solutions mécaniques pour voler comme l'oiseau. Et il appellera ces machines des ornithoptères, c'est-à-dire des machines qui volent comme l'oiseau.
Ce qui est intéressant dans toutes ces machines, c'est que Léonard essaie de créer une machine qui parfois bat des ailes et qui d'autres fois fonctionne comme un planeur. Alors comment concevoir une machine semblable au corps d'un oiseau? Ces animaux restent toujours au centre de ses recherches. Mais cette fois, le génie va aller encore plus loin. Il se met donc à étudier la technique de vol. Il compare, il pèse et dissèque les oiseaux pour comprendre comment ils fonctionnent, comme des objets mécaniques. Il regarde vraiment attentivement les ailes des chauves-souris et il va s'intéresser particulièrement aux tendons de leurs ailes. Ces études s'avèrent fructueuses, car le maître italien dessine alors des dizaines de systèmes de machines volantes, tous plus ingénieux les uns que les autres. Ces croquis sont tellement nombreux qu'il est difficile, 5 siècles plus tard, de suivre la pensée du peintre italien. Les dessins de machines volantes de Léonard sont complexes. On n'a souvent que des zooms sur une partie de l'engin. Sur une feuille, par exemple, on va avoir un magnifique dessin d'ailes de chauve-souris. Et sur une autre feuille, on aura tout le principe mécanique de la carlingue, où l'homme va être installé soit en position verticale, soit en position horizontale. On aimerait avoir un dessin de synthèse qui n'existe malheureusement pas dans les manuscrits qui ont survécu. Alors à quoi ressemblent les différents ornithoptères imaginés par Léonard de Vinci? Il va en imaginer plein d'appareils. Donc il y en a un en forme d'oiseau, un en forme de chauve-souris, une autre qui est une vraie machine volante avec des poulies sur une espèce de pédale, etc. Bon. Il se distingue également selon la position de l'homme, qui est parfois verticale ou allongée sur le dos. Tout est mis en œuvre par Léonard de Vinci pour que ces appareils volants soient réalisables. Le génie italien envisage chaque détail pour que son invention fonctionne. Ils sont indiqués les cordes qu'il faut tirer pour monter les ailes et les baisser. Ils sont indiqués tous les mécanismes mis en œuvre. Il pense à un train d'atterrissage. Lorsqu'on pense à un train d'atterrissage, c'est qu'on a déjà donné de la réalité, ne serait-ce que dans sa tête, à la machine sur laquelle on travaille. Le plus beau, c'est de voir comment Léonard dessinait des détails incroyables. Et il pensait même, si je vole avec cette machine, comment atterrir? Léonard n'arrêtera jamais de nous émerveiller. Mais pour réaliser sa machine volante, Léonard de Vinci se heurte à un obstacle de taille, le poids. Pour planer, sa machine devra être la plus légère possible. Léonard indique que le poids de la machine finie devait être d'environ 80 kg. Additionné au poids d'un homme moyen d'environ 80 kg, cela donnait un poids total à ne pas dépasser. Sinon, aucun homme n'aurait été assez fort pour faire bouger la machine. L'enjeu pour Léonard de Vinci est donc de concevoir un appareil complexe avec des matériaux légers. Une solution s'impose alors. Pensez chaque composant. Les composants de l'ornithoptère se résument en fait au bois et à la toile. Le bois, c'est tout simplement donc ce qui structure les ailes. Alors très souvent, il dit qu'il faut utiliser de la canne, type canne à sucre en fait, ou des branches de saule. Il explique que le saule, des petites branches de saule peuvent servir. Et pourquoi pas des tendons animaux. Grâce à des matériaux choisis rigoureusement, le résultat est à la hauteur de l'ambition démesurée de Léonard de Vinci. La preuve avec ce dessin d'ornithoptère, l'un des plus aboutis. Pour le faire fonctionner, le peintre utilise ses connaissances en mécanique et transforme l'homme en oiseau. Il exploite chaque point du corps humain, chaque muscle, pour transporter non seulement de l'énergie, mais aussi le mouvement. Les mains, par exemple, servaient à plier les ailes externes. Les pieds, qui étaient la force la plus importante, servaient à pousser pour plier totalement les ailes. De façon à obtenir ce mouvement très complexe qui permettait de nager dans l'air. Seulement, Léonard de Vinci se retrouve face à un problème crucial. L'absence de moteur. Comment propulser son ornithoptère? Pour lui, une seule solution, le faire décoller du haut d'une pente. Il faut un minimum de vitesse. Et souvent, donc, on s'élance depuis un plan incliné pour prendre suffisamment de vitesse. Et selon les performances de la voile ou de l'aile, vous arrivez à voler à quelques petits kilomètres/heure que l'homme arrive à atteindre pour pouvoir voler. Et cette fois,
Tout laisse d'ailleurs penser que Léonard de Vinci a testé son incroyable machine volante. C'est quelque chose qu'il fait à Florence, vers 1504-1505. L'histoire est jolie, et puis Léonard a note dans un carnet. Du haut de la montagne qui porte le nom du grand oiseau, s'élancera l'oiseau qui éblouira le monde, etc. Bon. Et c'est son assistant, et qui est en tout cas assez courageux pour monter dans cette machine et s'élancer à son tour des hauteurs de Fiesole. Alors, le malheureux a quand même plané près d'1 kilomètre avant de s'écraser et se casser la jambe. Donc, semi-échec, semi-réussite. C'est pas ce que voulait Léonard. Léonard, ce qui l'intéressait, lui, c'était voler. L'ornithoptère n'est peut-être pas à la hauteur du rêve de Léonard de Vinci. Mais cette invention reste un exploit pour l'époque, car il rassemble toutes les caractéristiques des aéronefs qui réaliseront les premiers vols planés au XIXe siècle, et également les caractéristiques de nos planeurs actuels. Ces machines pour planer, imaginées par Léonard, fonctionnent comme nos planeurs modernes. Comme les planeurs contemporains, l'ornithoptère de Léonard de Vinci est équipé de 2 grandes ailes. Mais surtout, il se dirige de la même manière, grâce aux pédales et leviers pensés par le génie italien. Une prouesse pour l'époque. Le planeur est vraiment une incroyable machine. Et il fallait être très audacieux et très courageux pour vouloir imaginer quelque chose comme cela. Durant toute sa vie, Léonard de Vinci a inventé de nombreuses machines, toutes plus futuristes les unes que les autres, et dans tous les domaines. L'aéronautique, la mécanique ou l'hydraulique. Il combine intelligence et créativité. C'était vraiment un génie. Il invente tout. Quand il a besoin d'un objet, il le fabrique, il le crée. Il a fait côté visionnaire. Il a vu clair pour beaucoup d'inventions. 5 siècles plus tard, toutes les inventions de Léonard de Vinci se retrouvent dans nos moyens de transport actuels. L'idée du génie absolu, c'est-à-dire du génie universel, elle est très impressionnante. Personne ne représente ça mieux que Léonard. Aujourd'hui, il nous faudrait au moins 15 personnes pour avoir le nouveau Léonard de Vinci. Et le peintre le plus connu de tous les temps n'a pas fini de nous émerveiller. Tous ses secrets n'ont pas encore été révélés. Dans les 6000 manuscrits de Léonard, il y a des milliers de machines encore à découvrir. Léonard de Vinci voulait devenir le plus grand ingénieur de l'histoire. Pari réussi. Ses inventions resteront à jamais des chefs-d'œuvre de génie.